Le 15 août 1769, dans la maison familiale d'Ajaccio, Laetitia Bonaparte met au monde son deuxième fils. Elle l'appelle Napoléon. À peine 15 mois plus tôt, la Corse est devenue française après que les troupes du roi Louis XV ont écrasé les indépendantistes corses à la bataille de Ponte Nuovo. Le père de Napoléon, Charles Bonaparte, combattait justement aux côtés de Pasquale Paoli, le leader nationaliste qui rêvait d'une Corse libre. La défaite l'oblige à accepter la domination française. Charles Bonaparte appartient à la petite noblesse corse, une famille d'origine italienne installée sur l'île depuis le XVe siècle. Les Bonaparte ne roulent pas sur l'or, mais ils ont un nom reconnu à Ajaccio. Charles exerce comme avocat et s'occupe des affaires juridiques de différentes familles. Laetitia Ramolino, son épouse, n'a que 19 ans quand elle donne naissance à Napoléon. Cette femme possède un tempérament de fer et une volonté que son fils héritera pleinement. La famille compte déjà Joseph, né 1 an plus tôt, et verra naître 6 autres enfants qui survivront. Lucien en 1775, Élisa en 1777, Louise en 1778, Pauline en 1779, en 1780, Caroline en 1782 et Jérôme en 1782-1784. Dans la modeste demeure familiale, l'argent manque souvent. Laetitia doit gérer un budget serré pendant que Charles tente d'améliorer la position sociale de la famille. Le jeune Napoléon grandit dans une Corse encore marquée par les traditions italiennes. On parle corse et italien à la maison, le français reste la langue des occupants. L'enfant se montre têtu, bagarreur et développe rapidement un sens aigu de la justice. Il admire Pasquale Paoli, que son père a combattu aux côtés, et rêve d'une Corse indépendante. Cette admiration pour le héros corse forgera longtemps son identité. Charles Bonaparte comprend qu'il doit jouer le jeu français pour assurer l'avenir de ses fils. Il se rapproche des autorités françaises et obtient la reconnaissance de sa noblesse. Cette stratégie lui permet d'obtenir des bourses royales pour l'éducation de Joseph et Napoléon. En décembre 1778, Charles emmène ses 2 fils aînés sur le continent. Joseph partira au collège d'Autun pour devenir prêtre, tandis que Napoléon rejoindra l'école militaire de Brienne. Le 15 mai 1779, Napoléon Bonaparte franchit les portes de l'école royale militaire de Brienne-le-Château. Il a presque 10 ans et ne parle qu'à peine le français. L'établissement accueille les fils de la petite noblesse destinés à la carrière militaire. L'enfant corse au fort accent découvre un monde hostile. Ses camarades se moquent de lui, de son nom qu'ils trouvent ridicule, de sa prononciation maladroite, de sa pauvreté visible. Ses années à Brienne deviennent un enfer quotidien. Les élèves le surnomment « la paille au nez », une référence moqueuse à son nom mal prononcé. Napoléon refuse de courber l'échine. Il se bat régulièrement, reçoit des coups, en rend davantage. Son caractère déjà difficile se durcit encore. Il se replie sur lui-même, passe des heures seul dans le jardin de l'école, lit des ouvrages d'histoire et de géographie avec une voracité impressionnante. Les professeurs remarquent rapidement ses capacités exceptionnelles en mathématiques. Le jeune Corse excelle dans le calcul, comprend les concepts abstraits avec une facilité déconcertante. Il dévore les livres sur Alexandre le Grand, César, Charlemagne. La géographie devient sa passion. Il mémorise les cartes, étudie les terrains, analyse les campagnes militaires des grands conquérants. Son professeur d'histoire note dans son carnet « Corse de nation et de caractère ». Il ira loin si les circonstances le favorisent. Pendant 5 ans, Napoléon reste enfermé dans cette école, loin de sa famille. Il ne retourne jamais en Corse durant cette période. L'argent manque trop pour payer le voyage. Cette solitude forge son caractère, développe sa détermination. Il apprend à compter sur lui-même, à ne jamais montrer de faiblesse. Les brimades continuent, mais il ne cède jamais. En février 1785, son père meurt d'un cancer de l'estomac à l'âge de 39 ans. Charles Bonaparte laisse sa famille dans une situation financière précaire. Napoléon, qui a 15 ans, se retrouve responsable de sa fratrie. Joseph, l'aîné, voyage beaucoup entre la Corse et la France, alors que Napoléon gère les affaires familiales depuis le continent. En octobre 1784, juste avant la mort de son père,
Napoléon passe brillamment l'examen d'entrée à l'école militaire de Paris. Sur 42 élèves de Brienne qui se présentent, seuls 4 réussissent. Bonaparte fait partie des heureux élus. À 15 ans, il quitte Brienne pour rejoindre la prestigieuse institution parisienne. L'école militaire de Paris représente le sommet de la formation militaire française. Les élèves portent des uniformes somptueux, mangent dans de la vaisselle en argent, logent dans des chambres confortables. Napoléon déteste ce luxe ostentatoire. Il trouve ses camarades arrogants, superficiels, trop attachés aux apparences. Lui continue de porter ses vieux vêtements de Brienne, refuse les mondanités, se concentre sur ses études. Il se spécialise dans l'artillerie, une arme technique qui correspond à ses compétences mathématiques. L'artillerie reste moins prestigieuse que la cavalerie, domaine réservé à la grande noblesse, mais elle offre des opportunités aux officiers issus de la petite noblesse. Napoléon étudie la balistique, la trajectoire des boulets, les angles de tir. Il comprend qu'une artillerie bien placée peut décider de l'issue d'une bataille. En septembre 1785, après seulement 1 an d'études au lieu des 2 habituels, il obtient son diplôme et sort 42e sur 58. Ce classement médiocre ne reflète pas ses capacités intellectuelles, mais plutôt son mépris pour les matières jugées inutiles comme l'équitation ou l'escrime. Le 3 novembre 1785, Napoléon Bonaparte devient sous-lieutenant au régiment d'artillerie de la Fère, stationné à Valence. À 16 ans, le voilà officier du roi Louis XVI. Son premier salaire lui permet d'envoyer de l'argent à sa mère et à sa fratrie. Il continue d'assumer son rôle de chef de famille. À Valence, il partage son temps entre le service militaire et la lecture compulsive. Il dévore Rousseau, Voltaire, Montesquieu. Les idées des Lumières le fascinent. Il remplit des cahiers entiers de notes, de réflexions, de plans. Les années qui suivent le voient naviguer entre la France et la Corse. Il obtient de nombreux congés qu'il passe dans sa maison d'Ajaccio. La situation politique devient explosive. En 1789, la Révolution française éclate. Napoléon assiste à la prise de la Bastille depuis Paris. Les événements le galvanisent. Il croit en la liberté, l'égalité, la fin des privilèges. La Révolution correspond à ses convictions. En Corse, il s'engage dans la politique locale. Il rejoint la garde nationale, participe aux troubles qui agitent l'île. Son héros d'enfance, Pasquale Paoli, revient d'exil en 1790. Napoléon cherche à se rapprocher de lui, mais leur relation se dégrade rapidement. Paoli se méfie de ce jeune officier trop ambitieux, trop attaché à la France révolutionnaire. Les 2 hommes s'opposent sur l'avenir de la Corse. En 1793, la rupture devient définitive. Paoli pousse la Corse vers l'indépendance et cherche l'alliance britannique. Napoléon, désormais capitaine, reste fidèle à la République française. La famille Bonaparte doit fuir la Corse. Des brigands les poursuivent, détruisent leurs maisons. Napoléon protège sa famille durant l'évasion mouvementée. Ils embarquent pour Toulon en juin 1793. Le jeune officier a 23 ans. Il ne reverra plus jamais sa terre natale. Septembre 1793. La France révolutionnaire vacille. Les monarchies européennes l'attaquent de toutes parts. À l'intérieur, la terreur règne. Les royalistes se soulèvent dans plusieurs régions. À Toulon, port militaire stratégique de la Méditerranée, les contre-révolutionnaires livrent la ville aux Anglais et aux Espagnols. 13 000 soldats étrangers occupent les forts. La flotte méditerranéenne française risque de tomber aux mains de l'ennemi. Le général Cartaux commande l'armée républicaine chargée de reprendre Toulon. L'artillerie manque cruellement d'efficacité. Le capitaine d'artillerie en charge vient d'être blessé. On cherche un remplaçant. Augustin Robespierre, frère du célèbre Maximilien, représente la Convention auprès de l'armée. Il rencontre Napoléon Bonaparte et le nomme commandant de l'artillerie. Bonaparte arrive à Toulon le 16 septembre. Il découvre une situation chaotique. L'artillerie manque de canons, de munitions, d'organisation. Les officiers ne savent pas où placer leurs pièces. Napoléon prend les choses en main. Il réquisitionne des canons dans toute la région, organise des ateliers de fabrication de munitions, rassemble des chevaux pour déplacer les pièces. Surtout, il analyse le terrain avec son œil de stratège. Les autres généraux veulent attaquer frontalement les fortifications, une stratégie vouée à l'échec. Bonaparte repère le point faible, le fort de l'Aiguillette, qui domine la rade. Si les républicains s'emparent de ce fort,
Leur artillerie pourra bombarder les navires anglais et espagnols. L'ennemi devra alors évacuer le port. Il présente son plan au général Dugommier, qui vient de remplacer l'incompétent Cartaux. Dugommier comprend immédiatement le génie tactique du jeune capitaine. Il approuve la stratégie. Bonaparte installe ses batteries d'artillerie, place chaque canon avec une précision mathématique. Il calcule les angles de tir, estime les distances, anticipe les réactions ennemies. Le 17 décembre 1793, l'assaut final est lancé contre le fort de l'Aiguillette. Bonaparte dirige personnellement l'attaque de l'artillerie. Un obus anglais explose près de lui, le projette au sol. Un éclat lui entaille la cuisse. Il se relève, refuse d'être évacué, continue à commander ses canons. Ses hommes, galvanisés par son courage, se battent avec une énergie décuplée. Les républicains s'emparent du fort. Immédiatement, Bonaparte fait installer ses pièces d'artillerie et ouvre le feu sur les navires ennemis. Les boulets pleuvent sur la flotte anglo-espagnole. L'amiral Hood, qui commande les forces britanniques, comprend que la position devient intenable. Le 19 décembre, les navires ennemis quittent la rade de Toulon. La ville est libérée. Le lendemain, Napoléon reçoit sa promotion. À 24 ans, il devient général de brigade. Augustin Robespierre écrit à son frère Maximilien : « Récompensez ce jeune homme remarquable. Si on ne le récompense pas, il se récompensera lui-même. » Cette phrase résonne comme une prophétie. La victoire de Toulon propulse Bonaparte dans les cercles du pouvoir révolutionnaire. Les frères Robespierre deviennent ses protecteurs. Napoléon fréquente les salons jacobins, rencontre les figures majeures de la Révolution. Il rédige des pamphlets politiques, défend les idéaux républicains avec passion. Son avenir semble tracé. Puis vient le 9 Thermidor, le 27 juillet 1794. Maximilien Robespierre est renversé et guillotiné le lendemain. La Convention thermidorienne prend le pouvoir, arrête les proches de Robespierre. Napoléon, trop associé aux frères Robespierre, devient suspect. Le 9 août 1794, il est arrêté et emprisonné au fort Carré d'Antibes. Durant 2 semaines, Bonaparte croupit dans une cellule. Il sait que beaucoup de prisonniers finissent sur l'échafaud. Les thermidoriens veulent nettoyer la France des Jacobins. Mais les témoignages affluent sur son rôle à Toulon. Les représentants de la Convention reconnaissent qu'il a servi la République avec distinction. Le 20 août, il est libéré, blanchi de tout soupçon. Cette période marque Napoléon. Il comprend la fragilité du pouvoir politique, la rapidité avec laquelle les alliances se défont. Il apprend à se méfier, à ne compter que sur lui-même. Sa carrière stagne pendant plusieurs mois. On lui propose des postes sans intérêt. En mars 1795, il refuse un commandement en Vendée qui ne correspond pas à ses compétences en artillerie. Sans affectation, pratiquement sans ressources, il végète à Paris. Il fréquente les salons, cherche des appuis. La situation familiale reste précaire. Sa mère et ses frères et sœurs dépendent toujours de lui. Il vend ses quelques biens, emprunte de l'argent. Ses mois de vache maigre le désespèrent. Le général victorieux de Toulon se retrouve dans l'antichambre de l'obscurité. Octobre 1795. Paris bouillonne à nouveau. Les royalistes tentent un coup de force contre la Convention. Des milliers d'insurgés se massent dans les rues, marchent vers le palais des Tuileries où siègent les députés. Le représentant Barras, figure montante du nouveau régime, cherche un militaire capable de défendre la Convention. Paul Barras se souvient du jeune général qui a repris Toulon. Il fait appeler Bonaparte. Le 5 octobre, date du 13 Vendémiaire dans le calendrier républicain, Napoléon reçoit le commandement des troupes chargées de protéger la Convention. Il dispose de quelques heures pour organiser la défense. Bonaparte agit avec sa rapidité habituelle. Il envoie le jeune officier Joachim Murat chercher les canons de l'artillerie stationnés à Sablons. Murat galope toute la nuit, devance les royalistes qui veulent aussi s'emparer des pièces, ramène 40 canons au petit matin. Napoléon les dispose stratégiquement autour des Tuileries. Le 13 Vendémiaire au matin, les insurgés royalistes attaquent. Plus de 25 000 hommes convergent vers le palais. Bonaparte attend, laisse les assaillants s'approcher. Puis il donne l'ordre de tirer. Les canons chargés à mitraille fauchent les rangs des royalistes. Les boulets fracassent les façades, les pavés volent en éclats. Le massacre dure quelques heures. Les insurgés se dispersent, laissant des centaines de morts dans les rues. Cette répression brutale sauve la Convention.
Les députés reconnaissants nomment Bonaparte général de division et commandant de l'armée de l'intérieur. À 26 ans, il devient l'homme fort du régime. Son salaire augmente considérablement. Il peut enfin aider sa famille correctement, louer un appartement décent, s'habiller convenablement. Paul Barras l'introduit dans les salons parisiens. C'est là, chez Barras, que Napoléon rencontre Joséphine de Beauharnais. Elle a 32 ans, 6 de plus que lui. Veuve du vicomte Alexandre de Beauharnais guillotiné pendant la Terreur, elle a 2 enfants, Eugène et Hortense. Joséphine incarne l'élégance parisienne. Elle connaît tout le monde, maîtrise les codes du pouvoir, possède un charme irrésistible. Bonaparte tombe éperdument amoureux. Cette créole née à la Martinique le fascine. Elle représente tout ce qui lui manque, la grâce, l'aisance sociale, la connaissance du monde parisien. Lui reste le provincial mal dégrossi, le corse au fort accent. Joséphine hésite. Ce petit général maigre et nerveux ne correspond pas à ses standards habituels, mais il offre la sécurité financière dont elle a besoin. Le 9 mars 1796, il se marie civilement. La cérémonie dure 15 minutes. Napoléon triche sur son âge, se vieillit d'1 an. Joséphine se rajeunit de 4 ans. Aucun membre de la famille Bonaparte n'assiste au mariage. Laetitia, la mère de Napoléon, déteste déjà cette femme qu'elle trouve trop âgée, trop dépensière, indigne de son fils. 2 jours après le mariage, Napoléon quitte Paris. Le directoire vient de le nommer commandant en chef de l'armée d'Italie. À 26 ans, il part pour sa première grande campagne militaire. Mars 1796. Bonaparte arrive à Nice pour prendre le commandement de l'armée d'Italie. Il découvre une armée démoralisée, affamée, presque en haillons. Les soldats n'ont pas reçu de solde depuis des mois. Les chaussures manquent, les uniformes tombent en lambeaux. Les officiers, plus âgés que lui, le regardent avec méfiance. Ce petit général inconnu va commander des vétérans aguerris. Le 27 mars, Napoléon réunit ses généraux. Masséna, Augereau, Berthier, Sérurier. Ils attendent de voir ce que ce jeune homme a dans le ventre. Bonaparte déroule une carte de l'Italie du Nord. Son doigt trace des lignes, désigne des montagnes, des vallées, des villes. Il expose son plan avec une clarté stupéfiante. Il va diviser les armées autrichiennes et piémontaises, les battre séparément, foncer sur Milan. Les généraux écoutent, fascinés. Ce gamin parle comme s'il avait déjà gagné la guerre. Son assurance, sa précision, sa vision d'ensemble les impressionnent. Masséna, le plus sceptique, comprend qu'il a affaire à un chef exceptionnel. Bonaparte conclut son discours « Soldats, vous êtes nus, mal nourris. Le gouvernement vous doit beaucoup, mais ne peut rien vous donner. Je vais vous conduire dans les plaines les plus fertiles du monde. Vous y trouverez de grandes villes, de riches provinces. Vous y trouverez honneur, gloire et richesse. » Le 12 avril, l'offensive commence. Bonaparte lance ses troupes dans les Alpes. En quelques jours, il remporte la victoire de Montenotte, puis celle de Millesimo. Les Piémontais reculent. Le 21 avril, à Mondovì, il écrase l'armée piémontaise. Le roi de Piémont-Sardaigne demande l'armistice. En moins de 2 semaines, Bonaparte a éliminé un ennemi. Il se retourne alors contre les Autrichiens. Le 10 mai, à Lodi, il remporte une victoire spectaculaire. Les Autrichiens ont détruit le pont sur l'Adda et se croient en sécurité sur l'autre rive. Bonaparte fait déployer 30 canons qui bombardent les positions ennemies. Puis il ordonne l'assaut. Ses grenadiers se lancent sur le pont sous le feu autrichien. Napoléon galope à leur tête. Les boulets sifflent, les hommes tombent. Mais la charge continue. Les Français franchissent le pont, enfoncent les lignes autrichiennes. Cette charge héroïque forge la légende de Bonaparte. Ses soldats l'appellent désormais le Petit Caporal, un surnom affectueux qui témoigne de leur admiration. Ils voient en lui un chef qui partage leurs dangers, qui les mène à la victoire. Le 15 mai, l'armée française entre dans Milan. Les cloches sonnent, la population acclame les libérateurs. Bonaparte organise l'occupation. Il lève des contributions de guerre considérables, réquisitionne des œuvres d'art qu'il expédie à Paris. Le directoire, affamé de ressources, apprécie ses butins. Napoléon fait preuve d'un talent politique remarquable. Il négocie avec les princes italiens, signe des traités, réorganise les territoires conquis.
L'été 1796 voit se succéder les victoires. Castiglione en août, Arcole en novembre. À Arcole, Bonaparte saisit un drapeau et s'élance sur le pont sous le feu ennemi pour galvaniser ses troupes. L'image du jeune général brandissant le drapeau tricolore devient iconique. Les peintres s'emparent de cette scène, la multiplient, créent l'image du héros romantique. En janvier 1797, à Rivoli, il inflige une défaite décisive aux Autrichiens. L'armée ennemie perd 15 000 hommes. La route de Vienne s'ouvre. Bonaparte fonce vers le nord, traverse les Alpes, menace directement la capitale autrichienne. L'empereur François II panique. En avril, il envoie des émissaires demander la paix. Napoléon négocie personnellement le traité de Campo Formio. Il agit en chef d'État, impose ses conditions. L'Autriche reconnaît la République française, cède la Belgique et accepte la création de républiques sœurs en Italie du Nord. En échange, Bonaparte lui donne Venise, république millénaire qu'il n'hésite pas à sacrifier. Le Directoire découvre le traité après sa signature. Le général a agi de sa propre initiative. Cette campagne d'Italie transforme Bonaparte. Il arrive comme un général prometteur. Il repart comme un héros national. Les journaux français relatent ses exploits. Les caricaturistes le représentent en nouveau César. Les salons parisiens ne parlent que de lui. À 27 ans, il est devenu l'homme le plus célèbre de France. Bonaparte rentre à Paris en décembre 1797. Il reçoit un accueil triomphal. Le Directoire organise une cérémonie somptueuse. Mais les directeurs se méfient de ce général trop populaire, trop ambitieux. Ils cherchent à l'éloigner. Napoléon comprend le jeu. Il propose une expédition en Égypte pour couper la route des Indes britanniques. Le projet enthousiasme le Directoire. Une victoire en Orient affaiblirait l'Angleterre, dernier ennemi de la France. Bonaparte voit plus loin. Il rêve d'un empire oriental, d'une nouvelle campagne d'Alexandre. L'Égypte le fascine depuis ses lectures d'adolescence. Il imagine déjà les pyramides, le Nil, les déserts. Le 19 mai 1798, la flotte française appareille de Toulon. 13 vaisseaux de ligne, 42 frégates, 300 navires de transport. À bord, 38 000 soldats et 167 savants. Bonaparte emmène des mathématiciens, des physiciens, des chimistes, des botanistes, des géographes. Cette expédition sera autant scientifique que militaire. Le 12 juin, la flotte s'empare de Malte. Bonaparte chasse les chevaliers de l'ordre de Saint-Jean, pille les trésors de l'île, installe une garnison. Puis il met le cap sur Alexandrie. Le 1er juillet, l'armée débarque en Égypte. Le lendemain, Alexandrie tombe. Bonaparte proclame qu'il vient libérer les Égyptiens du joug ottoman. Commence alors une marche épuisante vers le Caire. Les soldats français découvrent l'enfer du désert. Le soleil brûle, l'eau manque, le sable s'infiltre partout. Les Bédouins harcèlent les colonnes, tuent les traînards. Les hommes maudissent leur général qui les a conduits dans cet enfer. Certains tentent de déserter. Le 21 juillet, l'armée atteint les pyramides de Gizeh. L'armée mamelouk de Mourad Bey attend les Français. 20 000 cavaliers sur leurs chevaux magnifiques, les sabres étincelants au soleil. Bonaparte range ses troupes en carré pour résister aux charges de cavalerie. Il s'adresse à ses hommes. « Soldats, du haut de ces pyramides, 40 siècles vous contemplent. La bataille des pyramides commence. Les Mamelouks chargent avec furie. Leurs cavaliers se brisent contre les carrés français. L'infanterie française tient bon. Les fusils crachent la mort. L'artillerie déchiquette les rangs ennemis. En quelques heures, l'armée mamelouk est anéantie. Le 24 juillet, Bonaparte entre au Caire. Il s'installe dans le palais des Mamelouks, organise l'administration de l'Égypte, crée un institut d'Égypte où les savants étudient le pays. Mais le désastre survient le 1er août. À Aboukir, l'amiral Nelson détruit la flotte française. Bonaparte se retrouve piégé en Égypte, coupé de la France. Il cache la nouvelle aux troupes, lance une campagne en Syrie en février 1799. L'armée s'empare de Gaza, puis de Jaffa. À Jaffa, Bonaparte ordonne le massacre de 3000 prisonniers turcs. Les munitions manquent pour les fusiller. Les soldats les tuent à la baïonnette. Cet acte horrible ternit sa réputation. Le siège de Saint-Jean d'Acre tourne au cauchemar. La ville résiste, soutenue par la flotte britannique. La peste ravage l'armée française. Les soldats meurent par centaines. Bonaparte visite les hôpitaux, touche les pestiférés pour montrer son courage.
mais il doit lever le siège en mai 1799. La retraite vers l'Égypte devient un calvaire. De retour au Caire, Bonaparte apprend que la situation en France s'est dégradée. Le Directoire vacille. Les Autrichiens et les Russes reprennent l'offensive en Italie. Toutes ses conquêtes sont menacées. Il décide de rentrer en France. Le 23 août 1799, il abandonne son armée, embarque secrètement avec quelques fidèles sur 2 frégates. La traversée dure 47 jours. Les navires britanniques patrouillent partout, mais Bonaparte passe entre les mailles. Le 9 octobre, il débarque à Fréjus. La nouvelle de son retour se répand comme une traînée de poudre. À Paris, les conspirateurs qui préparent un coup d'État trouvent enfin leur homme. La France de 1799 est épuisée. 5 ans de directoire n'ont apporté ni stabilité ni prospérité. Les directeurs se détestent, le pouvoir législatif les combat. L'économie s'effondre, le brigandage ravage les campagnes. Les généraux se comportent en chefs de guerre autonomes. La République menace de sombrer. Emmanuel-Joseph Sieyès, directeur depuis juin 1799, cherche à imposer une nouvelle constitution. Mais les lois de révision sont trop complexes. Il faut un coup de force. Sieyès cherche un général pour intimider les députés. Il pense d'abord à Joubert, tué en août à Novi. Il envisage Moreau, qui refuse de participer. Puis Bonaparte arrive. Napoléon rencontre Sieyès fin octobre. Les 2 hommes se détestent instinctivement, mais leurs intérêts convergent. Sieyès a besoin d'un sabre pour réussir son coup. Bonaparte veut le pouvoir. Ils s'accordent sur l'essentiel: renverser le Directoire, instaurer un régime fort. Les conspirateurs se recrutent rapidement. Lucien Bonaparte, frère de Napoléon et président du Conseil des 500, rallie le camp des putschistes. Talleyrand, ancien évêque devenu ministre des Relations extérieures, apporte son soutien. Fouché, ministre de la Police, laisse faire. Les généraux Murat, Berthier, Lannes, Marmont rejoignent le complot. L'argent coule à flot pour acheter les soutiens nécessaires. Le coup d'État est fixé au 18 Brumaire, le 9 novembre 1799. Le plan consiste à déplacer les conseils à Saint-Cloud sous prétexte d'un complot jacobin, puis à les forcer à voter une révision constitutionnelle. Bonaparte commandera les troupes stationnées à Paris. Le matin du 18 Brumaire, tout se déroule comme prévu. Les conseils votent leur transfert à Saint-Cloud. Barras, mis au courant, démissionne contre une forte somme d'argent. 2 autres directeurs suivent. Le directoire s'effondre sans résistance. Le 19 Brumaire, les choses se corsent. À Saint-Cloud, les députés comprennent le piège. Ils refusent de voter. Le Conseil des 500 devient hostile. Bonaparte décide d'intervenir personnellement dans l'hémicycle. Accompagné de grenadiers, il entre dans la salle. Les députés l'accueillent par des huées. « Hors la loi! Dictateur! Abat le tyran !» Des députés se jettent sur lui, le bousculent. Napoléon perd ses moyens, balbutie, recule. Ses grenadiers le sortent de force. Dehors, Napoléon chancelle. Son frère Lucien sauve la situation. Président du Conseil des 500, il sort de la salle et s'adresse aux troupes. Il dénonce un complot royaliste, prétend que des députés ont voulu assassiner son frère. Il demande aux soldats d'intervenir. Murat entre dans le jeu. Il fait avancer ses grenadiers tambours battants. Les soldats envahissent l'orangerie, chassent les députés par les fenêtres. Le soir, on rassemble quelques députés dociles. Ils votent l'abolition du Directoire et la création d'une commission consulaire provisoire. 3 consuls dirigeront désormais la France: Sieyès, Roger Ducos et Bonaparte. La République est sauvée, proclament les putschistes. En réalité, elle vient de mourir. Dans les semaines qui suivent, Bonaparte écarte méthodiquement ses rivaux. La nouvelle constitution, adoptée en décembre 1799, crée 3 consuls. Mais seul le premier consul détient le pouvoir réel. Bonaparte s'attribue naturellement ce titre. Sieyès reçoit une rente confortable et se retire. Roger Ducos s'efface. Les 2 autres consuls, Cambacérès et Lebrun, n'ont qu'un rôle consultatif. Napoléon s'installe au Palais des Tuileries en février 1800. Il travaille 18 heures par jour, convoque ses ministres à toute heure, épluche les dossiers, prend toutes les décisions importantes. Son énergie stupéfie son entourage. Il réorganise l'administration, crée les préfets qui représentent le pouvoir central dans chaque département. Fini l'anarchie révolutionnaire, place à l'autorité.
La pacification de la Vendée devient sa priorité. Depuis 1793, cette région de l'Ouest reste insurgée. Bonaparte offre l'amnistie aux chefs vendéens. La plupart acceptent. Ceux qui refusent sont traqués sans pitié. En quelques mois, la Vendée se calme. Les routes redeviennent sûres, le commerce reprend. Bonaparte négocie aussi avec l'Église catholique. La Révolution a brisé les relations avec Rome. Le pape Pie VII accepte de discuter. Les négociations durent près d'1 an. En juillet 1801, le Concordat est signé. Le catholicisme redevient la religion de la majorité des Français, mais pas religion d'État. L'État paie les prêtres, nomme les évêques. Le pape renonce définitivement aux biens du clergé confisqués pendant la Révolution. Sur le plan militaire, Bonaparte doit affronter la deuxième coalition. L'Autriche et la Russie menacent à nouveau. En mai 1800, il franchit les Alpes avec une armée. Il passe par le col du Grand Saint-Bernard, une traversée périlleuse que les peintres immortaliseront. Le 14 juin, à Marengo, il affronte les Autrichiens. La bataille tourne mal. Les Français reculent, Bonaparte envisage la retraite. Puis Desailles arrive avec ses troupes fraîches. La bataille reprend. Desailles lance ses hommes à l'assaut et meurt d'une balle en plein cœur. Mais son sacrifice permet la victoire. Les Autrichiens sont écrasés. Marengo devient une victoire mythique que Bonaparte embellit considérablement dans ses récits. En décembre, Moreau remporte la victoire de Hohenlinden en Allemagne. L'Autriche demande la paix. En février 1801, le traité de Lunéville confirme les conquêtes françaises. Reste l'Angleterre. Après 10 ans de guerre, les deux pays signent la paix d'Amiens en mars 1802. Pour la première fois depuis 1792, la France n'est en guerre avec personne. Bonaparte triomphe. Il est l'homme qui a donné la paix aux Français. Sa popularité atteint des sommets. En mai 1802, un sénatus consulte le nomme consul à vie. Un plébiscite ratifie cette décision par 3,5 millions de voix contre 8 000. La République devient une dictature personnelle. Bonaparte contrôle tout, l'armée, la police, l'administration, la justice, la presse. Les opposants sont arrêtés, déportés ou exécutés. Fouché dirige une police omniprésente. Les réformes s'enchaînent. En 1800, Bonaparte crée la Banque de France pour stabiliser la monnaie. Il réforme le système fiscal, instaure des contributions directes sur le foncier, l'industrie et le commerce. Les recettes de l'État augmentent considérablement. En 1802, il crée les lycées pour former les élites. L'instruction reste inféodée à l'État, qui contrôle les programmes. Le grand œuvre législatif commence en 1800 avec la rédaction du Code civil. Napoléon préside personnellement de nombreuses séances de travail. Le Code civil promulgué en mars 1804 rassemble l'ensemble du droit civil français. Il consacre l'égalité devant la loi, la propriété privée, la liberté contractuelle. Mais il infériorise les femmes, soumises à l'autorité maritale. Ce code s'exportera dans toute l'Europe conquise. La paix d'Amiens ne dure pas. Dès 1803, la guerre reprend avec l'Angleterre. Bonaparte prépare une invasion de la Grande-Bretagne. Il rassemble 180 000 hommes au camp de Boulogne, construit 2000 péniches de débarquement. Mais la Royal Navy contrôle la Manche. Sans supériorité navale, l'invasion reste impossible. Les Anglais financent les complots contre Bonaparte. Les royalistes multiplient les tentatives d'assassinat. En février 1804, la police découvre une conspiration majeure. Georges Cadoudal, chef chouan, a débarqué en France avec une vingtaine d'hommes. Son objectif, tuer Bonaparte et restaurer les Bourbons. La police démantèle le réseau, arrête les conjurés. Sous la torture, Cadoudal révèle qu'un prince devait rentrer en France après l'assassinat. Fouché et Talleyrand convainquent Bonaparte qu'il s'agit du duc d'Enghien, prince de Condé vivant en exil à Ettenheim, en territoire badois. Le jeune duc, 32 ans, n'a aucun lien avec le complot. Mais Bonaparte veut frapper les imaginations. Dans la nuit du 14 au 15 mars 1804, un détachement français franchit la frontière, enlève le duc d'Enghien et le ramène en France. Le 20 mars, le prince comparaît devant une commission militaire au château de Vincennes. Le procès dure quelques heures. Aucun avocat n'est présent. Le duc nie toute implication dans un complot. La commission le condamne à mort. À 3 heures du matin,
Le 21 mars, le duc d'Enghien est fusillé dans les fossés du château. Ce meurtre judiciaire scandalise l'Europe. Talleyrand dira plus tard « C'était pire qu'un crime, c'était une faute ». Mais Bonaparte ne regrette rien. Il a voulu montrer qu'il n'hésiterait pas à verser le sang royal. Le message est reçu. Les royalistes comprennent que leur cause est perdue. Le régime doit se consolider. En mai 1804, le Sénat proclame Napoléon Bonaparte empereur des Français. Un nouveau plébiscite ratifie ce changement. 3 572 000 voix pour, 2 500 contre. La République a vécu, l'Empire naît. Bonaparte veut un sacre grandiose. Il négocie avec le pape Pie VII pour qu'il vienne à Paris bénir le couronnement. Le pape hésite, puis accepte. Le 2 décembre 1804, dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, se déroule une cérémonie somptueuse. Napoléon a fait venir le peintre Jacques-Louis David pour immortaliser l'événement. Le pape Pie VII officie. Mais au moment crucial, Napoléon saisit la couronne et se la pose lui-même sur la tête. Puis il couronne Joséphine, agenouillée devant lui. Le message est clair. L'empereur ne tient son pouvoir que de lui-même, pas de Dieu ni du pape. La famille Bonaparte assiste à la cérémonie. Laetitia, la mère, a refusé de venir, toujours hostile à Joséphine. Le sacre transforme le général en monarque. Napoléon crée une nouvelle noblesse impériale. Ses compagnons deviennent maréchaux, ducs, princes. Il distribue titres et dotations. Murat épouse Caroline Bonaparte et devient prince. Berthier devient prince de Neufchâtel. Talleyrand reçoit le titre de prince de Bénévent. L'ancienne noblesse révolutionnaire se mue en aristocratie impériale. Histoire à suivre.